Les acteurs en charge du rayonnement du cinéma malien devant le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, soucieux du devenir du 7e art au Mali, ils sont venus faire un plaidoyer pour la mobilisation de la dotation initiale de 6 milliards de francs CFA du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. La saison des pluies s'annonce et le ministre des Transports et des Infrastructures, celui en charge de l'environnement, jette un regard sur certains ouvrages de drainage des eaux dans le district de Bamako. Ils ont fait ce matin une descente sur le terrain. La grande mosquée de Djinguereber à Tombouctou de nouveau crépit, une tradition perpétuée par les différentes générations. Outre les mensonges traditionnels qui font valoir leur savoir-faire, l'événement est aussi élargi aux populations lambda. À vous, merci et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 8 juin 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Avec moi dans ce studio pour la lecture de ce Conseil, Ibrahim Djambélé, bonsoir. Bonsoir Fousséni Tounkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant les journées nationales du patrimoine culturel. Dans le cadre du processus de refondation de l'État en cours et conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation, le présent projet de décret institue les journées nationales du patrimoine culturel. Ces journées ont pour but d'informer, de sensibiliser les populations et de faire le plaidoyer auprès des autorités politiques, administratives et coutumières sur les grandes préoccupations en matière de protection et de promotion du patrimoine culturel national. Les journées nationales du patrimoine culturel constituent des espaces privilégiés pour la transmission des éléments du patrimoine culturel national et contribuent à la promotion du dialogue des cultures, de la paix, de la cohésion sociale et des activités touristique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé de relations avec les institutions, le Conseil des ministres a pris note de la remise du document du programme national d'éducation aux valeurs par le comité d'experts. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a été informé de l'élaboration et de la remise au comité de pilotage interministériel d'un avant-projet de programme national d'éducation aux valeurs PNEV par le comité d'experts ad hoc. Initié suivant les instructions du président de la transition, chef de l'État, ce projet de document restitue les travaux d'experts portant un système de valeurs endogènes et universelles à promouvoir pour la construction des citoyens de type nouveau dans le cadre de la vision de la refondation de l'État et de la nation. Dans l'optique de son adoption prochaine par le gouvernement, une session d'appropriation du document est prévue entre les principaux départements ministériels. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a pris note d'une communication relative à la publication à la date du 1er juin 2022 du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Ce rapport intervient à la veille du renouvellement du mandat de l'administration. Le Conseil des ministres a demandé au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de faire part aux Nations Unies, dans le cadre de sa participation au débat public du Conseil de sécurité consacré aux 10 rapports, de la position du gouvernement du Mali, tout en soulignant ses préoccupations pour une meilleure prise en compte des efforts en cours, des résultats
obtenus pour la réussite de la transition et pour l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Le ministre de la Santé et du Développement social informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marqué par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir, Fousseni Tounkara. Merci et bonne suite du journal. Et merci à vous aussi. Merci. La mobilisation de la dotation initiale de 6 milliards de francs CFA du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique est une préoccupation majeure pour les acteurs en charge du rendement du cinéma malien. Ils ont eu bien sûr l'occasion d'aborder ce matin le sujet avec le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Adama Djimde. Le cinéma malien a du plomb dans les ailes. C'est pourquoi comédiens, réalisateurs et dramaturges forment un bloc compact pour un plaidoyer auprès des autorités de la transition. Ils ont remis au Dr Choguel Kokala Maïga un mémorandum pour la mobilisation de la dotation initiale de 6 milliards de francs CFA au Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Depuis 2018 à aujourd'hui, nous avons fait autant de plaidoyers pour que ce fonds soit crédité. Mais malheureusement non. Donc aujourd'hui, les professionnels du cinéma, y compris les conseils d'administration du FAIC, qui sont initiateurs d'ailleurs de cette rencontre avec le Premier ministre, parce que ça il faut le dire, parce que c'est les conseils d'administration du FAIC qui ont lancé ce cri de cœur depuis leur conseil et ont sollicité l'accompagnement, la contribution des professionnels du cinéma pour avoir ce plaidoyer auprès du Premier ministre. Pour défendre le 7e art en souffrance, les acteurs du secteur misent sur le volet emploi, car le tournage d'un film est un véritable chantier qui demande plusieurs compétences. La production d'un film ou d'une série nécessite énormément de main-d'œuvre, de l'écriture au montage en passant par la préparation et le tournage. C'est plusieurs dizaines de corps de métier qui sont directement impliqués. Avoir le fonds à disposition, c'est plus de production sur le territoire, et donc plus de production et par conséquent potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'emplois. En plus de cela, Monsieur le Premier ministre, il faut savoir que chaque production fait appel à plusieurs sous-traitants, créant ainsi un réseau d'emplois indirects. L'impact de l'industrie du cinéma est perspectible sans doute. Toutefois, l'émergence du secteur est lié en partie à la mobilisation des moyens financiers. En tout état de cause, les acteurs sont toujours sur les plateaux et avec de bons résultats. Monsieur le Premier ministre, vous aurez compris que le défi essentiel est celui du financement du cinéma dans notre pays. Notre pays regorge de potentialités au plan culturel, mais le pays regorge également de talents. Les jeunes réalisateurs dont nous pouvons être fiers, malgré l'insuffisance, voire l'absence de moyens, se battent au quotidien pour parfois remporter les titres les plus prestigieux de la sous-région. Pour le Dr Choguel Kokala Maïga, la refondation suppose un changement de mentalité et le cinéma constitue un vecteur en la matière. Les 6 milliards dont vous avez parlé, c'est la dotation initiale. Là-dedans, on devait commencer à produire des films. Depuis tout ce temps, peut-être si on avait donné 1 milliard depuis 3-4 ans, on augmente par 500, peut-être on serait déjà arrivé à quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. Tant qu'il y a le sentiment d'injustice, le pays ne va pas être stable. La refondation, là, ça doit être d'abord dans les esprits, dans les têtes. C'est le président qui a dit ça. Tout militaire qu'il est, tout jeune qu'il est, il le dit souvent. Il dit la refondation, c'est d'abord dans les têtes. Donc j'ai compris votre préoccupation. Comme tout ce que les Maliens posent comme problème, nous allons le prendre à bras le corps et voir ce qui est raisonnablement possible en fonction des moyens et des priorités de l'État aujourd'hui. Dans notre pays, le cinéma a connu et connaît de grands noms. Bala Moussa Keïta, Adama Drabo, Souleymane Sissé, Boubacar Sidibé ou encore Cheikh Mar Sissoko, dont le film Gimba le tyran a remporté le premier prix du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 1995. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé cet après-midi les travaux du Forum des affaires Mali-Turquie, la nouvelle appellation officielle désormais de la Turquie. Cette grande rencontre entre opérateurs économiques turcs
malien a pour objectif de mettre en relation les hommes d'affaires en vue de voir ensemble les opportunités économiques dans divers domaines comme la sécurité, la santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures, entre autres. Au cours de la rencontre, les opérateurs économiques turcs ont eu droit à des présentations sur le climat des affaires et les différents secteurs d'activité. Il y a eu aussi également des rencontres B2B. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Les membres de la Commission Défense, Sécurité et Protection civile du Conseil national des transitions sont en conclave ici à Bamako depuis ce matin. L'extrémisme violent et la prolifération des armes légères et de petits calibres sont les sujets abordés au cours de cette rencontre de 2 jours. Songona Kabisogo. Depuis un certain temps, le Mali a adopté la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent avec l'appui des partenaires tels la MINUSMA. C'est donc pour une meilleure application de cette politique que l'Alliance pour renforcer la gouvernance en Afrique, Arga Mali, a initié cette session au profit des membres de la Commission Défense et Sécurité et Protection civile du CNT. Au regard du contexte malien et de nombreux processus de réforme en cours, nous estimons que le CNT a un grand rôle à jouer. Donc pour nous, les renforcer dans un certain nombre de domaines participerait sans nul doute à renforcer les dispositifs existants et à soutenir le processus. On ne peut pas parler de paix durable sans pour autant mettre fin à certaines pratiques. C'est ce qu'ont compris les partenaires du Mali, comme la MINUSMA qui a favorisé la tenue de cette session. La MINUSMA reste aux côtés de l'État malien et aux côtés des acteurs clés que vous êtes pour renforcer vos capacités en vue de susciter votre adhésion et l'appropriation nationale au processus de paix au Mali. Les nations, en se construisant même dans la douleur, se doivent de rechercher, de construire et de préserver la paix. Le Mali, notre pays, est aujourd'hui à la croisée des chemins et notre peuple saura trouver, au fond de lui-même, les ressources nécessaires et de nouvelles raisons pour espérer et transformer le processus de transition en cours en une profonde opportunité. Les 2 jours de travaux s'annoncent bien chargés pour les participants, car ils s'y penchent sur des thèmes comme l'extrémisme violent, la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et la prolifération des armes légères et de petits calibres. 5 coalitions d'organisations et d'associations de la société civile ont remis ce matin au président du Haut Conseil des collectivités un document contenant leurs contributions relatives à la réforme électorale. Le document fait des propositions sur le projet de loi électorale en vue d'un plaidoyer auprès de la commission des lois du CNT et du gouvernement. Nouhoum Sissoko. Contribution à la réforme électorale. Document de plaidoyer. C'est l'intitulé de ce document remis au président du Haut Conseil des collectivités. Il contient les propositions de 5 coalitions d'associations et d'organisations de la société civile. La COSEM, la CEPE, le REFAMPE Mali, le REGEFPO et le CEMDID sur le projet de loi électorale soumis au CNT, Conseil national de transition. Ce document, c'est pour inviter les citoyens, les Maliens et les Maliens à s'entendre, à se mettre ensemble pour que très rapidement on puisse avoir une loi électorale. Dans quelle loi électorale il y a en fait la création d'un organe unique de gestion qu'on appelle l'autorité indépendante de gestion des élections. Les contributions des coalitions au projet de loi électorale sont relatives à l'organe unique de gestion des élections et aux législatives. Donc très rapidement, il faut qu'on puisse créer cette autorité indépendante de gestion des élections et qui va organiser d'abord la première des élections et l'élection la plus importante qui est le référendum, c'est-à-dire la révision de la loi constitutionnelle. Si on révise la Constitution et qu'il y a des dispositions dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution qui sont contraires aux dispositions même de la loi électorale, mais il est plus facile de réviser la loi électorale au niveau du Conseil national de transition que de faire un référendum qui concerne l'ensemble, n'est-ce pas, du pays et même de la diaspora. Donc toutes les réformes vont suivre, la relecture de la charte des partis,
le statut de l'opposition, comment les élections vont se faire. Ce document s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Émerge qui accompagne le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles. Ce programme du National Democratic Institute bénéficie de l'appui de l'USAID, de la coopération suisse et du Royaume de Danemark. La Suède célèbre chaque année le 6 juin 2 événements historiques appelés la fête nationale. Cette célébration a eu lieu hier au cours d'une soirée dînatoire. La coopération entre le Mali et la Suède est fructueuse et touche plusieurs secteurs, notamment l'environnement, la sécurité, la promotion du droit de l'homme. Boubacar Kanouté. La date du 6 juin marque deux événements majeurs pour la Suède, la fête du drapeau et l'intronisation du roi Gustave. Pour commémorer ces deux dates symboliques, l'ambassade de la Suède au Mali a organisé cette soirée dînatoire en présence des représentants de pays amis. Ils ont festoyé dans une communion parfaite, occasion pour Maliens et Suédois d'évoquer leur coopération bilatérale. La Suède appuie le Mali dans plusieurs domaines. En 1906, le 6 juin est devenu le jour du drapeau suédois. Ce jour représente un jour de joie et de festivité pour nous, Suédois. Mais cette année, nous célébrons le 6 juin dans un contexte difficile. L'environnement, le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, la biodiversité, la sécurité alimentaire représentent l'un des principaux domaines de la coopération suédoise au développement avec le Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, reconnaît les efforts déployés par la Suède au Mali. Réitérer nos vœux sincères pour le Royaume de Suède et pour votre présence parmi nous ici, parce que dans des situations difficiles, beaucoup d'entre vous avez choisi de rester parmi nous. Nous apprécions votre présence, votre solidarité et votre amitié. Et surtout, votre respect vis-à-vis du peuple malien. La lutte contre le terrorisme et le changement climatique, ainsi que le règlement pacifique de la crise entre la Russie et l'Ukraine préoccupent les deux pays. Le Conseil national des jeunes du Mali a initié des journées de réflexion et de soutien à la transition. Il s'agit à travers ces journées de se pencher sur les enjeux sécuritaires dans le contexte de la transition, le rôle de la jeunesse dans la réussite de la transition, entre autres. Compte rendu Isaac Tchenou. À travers cet atelier, les jeunes du Mali résolument engagés dans la construction du Mali veulent se pencher sur les acquis de l'an 1 de la transition. Cette session est une occasion pour le CNJ d'échanger et parvenir à des propositions de recommandations pour la refondation du Mali. Voilà, jeunes, c'est pour dire au CNJ Mali, nous ne soutenons pas un homme, mais son idéologie. Aujourd'hui, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, représente un espoir non pour les populations maliennes, mais pour toute l'Afrique. Des panels seront animés sur les enjeux de la sécurité, le rôle de la jeunesse dans la réussite de la transition et les acquis de la première année. Le ministre en charge de la jeunesse et de la constitution citoyenne a par cette occasion appelé la jeunesse à plus de courage et d'abnégation pour le Mali. Les présentes journées qui regrouperont les membres du comité exécutif national du CNJ Mali, les délégués des communes de Bamako, les représentants des différentes fédérations de jeunesse, offrent toute l'occasion à vous, chers jeunes du Mali, d'analyser et de faire sans complaisance aucune le bilan de l'an 1 du président de la transition. Ce bilan, il est aussi et surtout le vôtre. Il est la somme des pierres que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous aura posées. Pour notre part, et vous conviendrez à foison avec moi, que sur la base des actions concrètes réalisées par le département, sous le leadership et la volonté affichée du président, que l'acte a été joint à la parole. Des recommandations devront être formulées à l'issue des travaux et transmises aux plus hautes autorités. Dans la rédaction, le groupe de communiqués ont été déposés dans notre rédaction. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement inclusif du Mali et l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali se réjouissent de la décision des plus hautes autorités de fixer la durée de la transition à 24 mois. Ils réitèrent leur soutien à la transition et appellent les Maliens à l'union sacrée.
prestation de serment ce mercredi à la Cour suprême de Bamako des 5 hauts fonctionnaires de l'État. Il s'agit de Saïdou Pona Sangaré, nouveau président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes à MRTP. Drissa Mamadou Koulibaly, vérificateur, directeur de la formation, de la documentation et du personnel au bureau du vérificateur général. Issa Bachili et Moussa Diabaté, tous inspecteurs au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, et enfin El Hadji Youssouf Maïga, également inspecteur au ministère de la sécurité et de la protection civile. Ces hauts fonctionnaires ont tous juré devant le président de la Cour suprême et les 4 conseillers de servir l'État, d'accomplir leur mission avec honnêteté. Journée internationale des archives. L'événement sera célébré demain 9 juin 2022. Conformément au thème national de cette journée, les archives au service de la bonne gouvernance. Le ministre secrétaire général du gouvernement invite tous les départements ministériels et structures privées à moderniser leur système d'archivage. Dans son message, il tient à promouvoir la mission des archives nationales, à savoir la collecte, le classement, la conservation et la valorisation de la mémoire de l'administration du pays. Suivons la synthèse de ce message avec Fadima Keita. Les archives constituent la mémoire de toute administration. La Journée internationale des archives, célébrée le 9 juin de tous les ans, promeut le rôle des archives et valorise le travail de ceux chargés de les conserver, en somme les archivistes. Le classement des archives par thématique et par ministère, des décrets par année suivant les originaux, copies, lois et ordonnances reste un système efficient pouvant pallier le phénomène de détérioration et de perte perpétuelle de nos archives. Cette année, notre pays célèbre cette journée sous le thème « Les archives au service de la bonne gouvernance ». La célébration de cette journée témoigne de l'intérêt que les hautes autorités du pays accordent à la bonne gouvernance, la consolidation de l'état de droit, la modernisation de l'administration en général et les systèmes d'archivage en particulier. Les archives sont des éléments de la bonne gouvernance car elles assurent la transparence dans la gestion, favorisent la prise de décision, garantissent la continuité administrative et permettent une bonne évaluation des actions de l'administration. Les archives numérisées, classées des années 1959 à nos jours, font du secrétariat général du gouvernement la mémoire de l'administration malienne. C'est pour dire que l'adoption de la politique nationale des archives du Mali et son plan d'action 2018-2022 reste en vigueur. J'exhorte les responsables des administrations publiques de l'État et des collectivités territoriales à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication qui nous offrent d'immenses possibilités, nous permettant ainsi d'améliorer la collecte, le stockage, la conservation, la protection et l'accessibilité de celles-ci. Chaque structure doit donc jouer son rôle dans le processus de production et de gestion des archives afin de préserver l'intérêt général, de mieux justifier les droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Pour la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, elle a été célébrée hier 7 juin sous le thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. Dans son message, la ministre de la Santé et du Développement social, Djaminatou Sangaré, interpelle les intervenants du secteur à mettre en place des mesures de garantie. Des propos recueillis par Saloum Konaté. Chers compatriotes, la Journée internationale de la sécurité alimentaire des aliments est célébrée le 7 juin de chaque année pour sensibiliser l'opinion publique et inciter à agir pour prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire. Le thème de cette année, des aliments sûrs pour une meilleure santé, interpelle tous les intervenants, établissements publics, entreprises privées, consommateurs, sur la nécessité de mettre en place des mesures d'amélioration et de garantie de la sécurité alimentaire des aliments du point de production à celui de la consommation. Mes chers compatriotes, les aliments impropres à la consommation sont responsables d'un nombre de décès estimé à 2 millions par an et la région africaine ne fait pas exception à ce constat. Au Mali, plus de 1424 cas d'intoxication alimentaire d'origine microbienne ont été notifiés de janvier à mai 2022. Mes services techniques, de concert avec leurs homologues du commerce, de l'agriculture, de l'élevage et des douanes, ont procédé à des investigations de produits alimentaires suspects
de contrôle des denrées, des audits d'unités de production agro-industrielle. Aussi, en termes de veille, des demandes d'autorisation de mise sur le marché ont été examinées. Chers compatriotes, la sécurité alimentaire des aliments figure en bonne ligne parmi les préoccupations du gouvernement dirigé par le Premier ministre chef du gouvernement sur les orientations du président de la transition chef de l'État. Ainsi, le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Institut national de santé publique et son département nutrition et sécurité sanitaire des aliments, s'engage à œuvrer pour le bon déroulement des programmes orientés sur les activités de sécurité sanitaire des aliments. Restitution des résultats d'une étude faite en 2021 sur le secteur sémencier au Mali. L'objectif de cette étude était de mesurer l'état d'avancement des indicateurs clés du secteur sémencier et faire une comparaison avec les autres pays africains. Valentin Roger Diallo. TASAI, indice d'accès aux semences en Afrique, est une initiative de recherche sur l'industrie sémencière. Le programme vise à encourager les gouvernements africains et d'autres acteurs de l'industrie sémencière à créer et à maintenir un environnement propice pour accélérer le développement du système sémencier. C'est donc dans ce cadre que TASAI a mené une étude en 2021 sur les indicateurs clés du secteur sémencier et la présente rencontre des acteurs de ce secteur vise à faire une restitution. TASAI a mis en place ce mécanisme pour mesurer l'état d'évolution ou l'état d'avancement des indicateurs pour voir quels sont les points de faiblesse et partager maintenant cette information avec les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers afin que des interventions spécifiques ciblées sur ces différents indicateurs puissent se faire et aider donc à booster l'accès des petits producteurs aux semences de qualité. La performance actuelle du système sémencier malien reste encore faible selon le ministre du Développement rural. Toutefois, cette étude montre que le Mali dispose d'une grande capacité d'amélioration de son système. Le laboratoire de semences du Mali, Labosem, a seulement certifié 1382 tonnes de semences de maïs en 2020-2021. Ce chiffre est nettement en deçà du volume de semences de maïs produites la même année dans les autres pays de la CEDEAO. Le gouvernement de la République du Mali reste conscient du rôle que peut jouer un système sémencier dynamique dans le développement de notre sous-secteur agricole. Le ministre du Développement rural espère que le rapport final de cette étude contribuera à enrichir les éléments nécessaires pour la réforme de l'industrie sémencière au Mali au bénéfice des producteurs agricoles et de l'économie. Le ministre des Transports et des Infrastructures et celui de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable ont visité hier certains ouvrages de drainage des eaux dans le district de Bamako. Avec l'arrivée de la saison des pluies, cette visite vise à prendre des mesures pour rendre opérationnels les ouvrages réalisés. Abdul Karim Kaba. Constater les travaux d'élargissement de certains caniveaux et visiter les collecteurs afin de prendre les mesures nécessaires en ce début de la saison des pluies, tel est le sens donné à cette descente sur le terrain des ministres des Transports et des Infrastructures et celui de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il s'agit de transformer ces collecteurs, ces ouvrages de drainage des eaux de pluie en dépôts d'ordures. J'ai demandé au ministre en charge de l'assainissement pour que nous venions voir la situation qui prévaut. Cette année, les informations météorologiques que nous avons reçues annoncent une rentrée précoce des pluies et ensuite une fin tardive des pluies avec des quantités abondantes. Les autorités du pays ont injecté des sommes colossales dans la réalisation des ouvrages afin de prévenir l'inondation. Nous constatons que ces investissements risquent de ne pas porter fruit. C'est l'occasion pour nous d'appeler tous les habitants de Bamako, tous les habitants de ces cités-là, à nous aider à entretenir et à ne pas faire en sorte que nous puissions être sujets à des inondations qui auront des conséquences néfastes pour les populations. Les visiteurs du jour n'ont pas manqué d'inviter les populations à un sens élevé de la citoyenneté et du civisme. J'invite vraiment tous les concitoyens, tous les riverains de ces ouvrages, collecteurs caniveaux, à se ressaisir. Je voudrais aussi inviter la population malienne à regarder le numéro vert que nous allons mettre sur les réseaux, afin que plus que jamais, tous les désagréments causés par les citoyens sur ces caniveaux, ces collecteurs, puissent être remontés
au niveau de nos services afin que nous puissions traquer effectivement les personnes sujettes à ces questions-là. Même si nous nous mettons ensemble pour pouvoir y remédier, tant que la population ne prend pas conscience pour cesser de jeter les ordures dans les caniveaux, nous reviendrons toujours à la case de départ. Ce travail collégial des ministres sera pérennisé pour que les caniveaux et les collecteurs puissent retrouver leur rôle au grand bonheur de la population. Autre visite, celle du ministre délégué chargé de l'action humanitaire Oumarou Diarra dans la région de Kayes. Objectif, remettre des vivres et des non-vivres aux personnes vulnérables du cercle de Kayes et échanger avec les ONG humanitaires de la région. Benoko Fofana. En visite dans la région de Kayes pour évaluer les besoins humanitaires et apporter le soutien des autorités de la transition aux populations, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire Oumarou Diarra a ainsi remis 3 tonnes de riz à 120 personnes vulnérables de la commune de Kayes. Dans le village de Bouroutinti, commune de Gorigopela, cercle de Kayes également, le ministre a procédé à la remise symbolique des puces à opération de transaction monétaire aux bénéficiaires du village, soutenus par 2 ONG que sont le PAM et le GRADP. Ce programme porte sur 150 millions qui doit être réparti entre plus de 3000 ménages, 3000 enfants et également des femmes allaitantes. Donc selon les catégories des ménages et des familles. En venant ici dans cette mission, le président de la transition nous a fait accompagner par des vivres que nous avons voulu distribuer ce matin à l'endroit des couches vulnérables. Le ministre a rencontré les acteurs humanitaires de la région de Kayes afin de les sensibiliser à coordonner les actions de développement pour l'atteinte des objectifs souhaités. Le président de la transition en a donné également des instructions fermes pour que le secteur puisse être bien organisé. Nous savons que les ressources sont limitées. L'objectif pour nous, c'est de mettre tout sous l'autorité de l'État. Cela nous permettra non seulement de faire une meilleure évaluation des besoins humanitaires et d'apporter les solutions idoines. Au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta, le ministre et sa délégation sont allés présenter leurs condoléances à la famille d'un acteur humanitaire de Kayes assassiné par des bandits armés sur l'axe Yélimane-Kayes il y a de cela quelques jours. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a rencontré hier dans l'après-midi les familles fondatrices de Bamako. Objectif présenté à la famille fondatrice est le résultat des travaux menés par le Haut Conseil islamique sur les différentes crises relatives à la gestion des mosquées et l'organisation des prêches. Le résultat de cette réflexion sera adopté lors d'une grande rencontre qui va regrouper les différentes associations et groupements islamiques du Mali. Mamadou Fani. L'organisation des prêches et la gestion des mosquées constituent aujourd'hui de véritables problèmes pour les autorités maliennes. Elles sont parfois source de conflits entre fidèles religieux, entraînant des propos déplacés sur les réseaux sociaux et même la fermeture de certains lieux de culte. Face à cette problématique, le Haut Conseil islamique décide de réorganiser le secteur. D'où cette visite aux familles fondatrices de Bamako pour présenter le résultat de leurs réflexions pour mieux organiser les questions religieuses. Le déraillement au niveau des mosquées et au niveau des prêches, plein d'invectives à droite et à gauche, ça crée vraiment une anarchie qui, en raison de la situation actuelle du pays, doit nous demander à trouver des solutions idoines et urgentes sur les réseaux et sur tous les moyens de communication, alors qu'on doit parler islam sur la base des versets coraniques et sur la base de la sunna du prophète. Les familles fondatrices de Bamako saluent cette démarche du Haut Conseil islamique. Elles disent appuyer cette initiative qui permettra de mettre fin aux difficultés. Je pense que c'est une démarche qui s'inscrit dans la ligne de la religion. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans ce qui se passe dans un État. La religion exige l'ordre. La prêche ne peut pas être n'importe quoi dans ce pays. Il y a des normes pour les mosquées, il y a des normes pour la prêche. On ne peut pas dire n'importe quoi concernant l'être humain. Parce que la religion concerne l'être humain. C'est pour améliorer la qualité humaine. Et quand ce n'est pas le cas, ça devient très dangereux. Je pense que c'est une démarche très noble, qui a même pris du retard. On aurait dû faire ça il y a 10, 15, 20 ans. Cette réflexion qui a duré 2 mois sera présentée et adoptée par les différentes associations et organisations musulmanes le dimanche prochain. Cette rencontre va regrouper les représentants des différentes confessions religieuses de Bamako et de l'intérieur du pays.
La vie du parti, l'état de la nation et les perspectives sont les thématiques qui étaient au cœur de la célébration des festivités du premier anniversaire du parti Convention pour la République, un parti qui s'inscrit dans la perspective de bâtir un Mali d'avenir avec le concours de toutes les forces vives de la nation. Adama Traoré. Donner son sang est un geste humanitaire d'une importance capitale, également un geste qui sauve la vie. C'est pourquoi les responsables du parti Convention pour la République ont initié cette œuvre de bienfaisance. C'est là dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la création du parti Convention pour la République. Ce parti a été mis en place sur la base d'un certain nombre de valeurs, d'éthique, de morale, de justice, et pour aider le pays aussi à sortir de la crise actuelle dans laquelle il se trouve. Au cours de cette cérémonie, un atelier d'échange et de réflexion est initié par les responsables sur les thématiques telles que la vie du parti, l'état de la nation et les perspectives. Cette convention est un ensemble de volontés. Volontés ayant mis en exergue des considérations vitales pour le Mali. Un pays dont tout l'enjeu portait et porte encore sur sa survie, sa stabilité et son développement. Cet anniversaire a été également l'occasion pour les responsables du parti Convention pour la République de lancer un message à travers un communiqué de presse. Conformément à sa devise, le parti s'inscrit dans la perspective de bâtir un Mali d'avenir en se fondant sur les ressources inépuisables de ses populations en matière de créativité, de courage, de probité, qui sont les véritables moteurs de tout progrès. La cérémonie a pris fin sur une note d'espoir, à savoir trouver les voies et moyens pour la levée de l'embargo sur notre pays. Sortie de la deuxième promotion des écoles politiques et démocratiques de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Ces 60 récipiendaires, 30 par école, sont respectivement baptisés Promotion Fili Dabo Sissoko et Awa Keita. Ces formations qui durent 3 mois bénéficient de l'accompagnement technique et financier de l'Union européenne. Drissa Kone. Ils sont 30 jeunes militants dans des formations politiques et autant de jeunes membres des associations de la société civile à recevoir leur attestation de fin de formation de 3 mois des écoles politiques et démocratiques. Respectivement baptisés Filidabo Sissoko et Awa Keita, les récipiendaires disent mesurer le défi qui les attend dans ce changement de paradigme enclenché. Cette cérémonie marque la fin de notre formation, mais également le début d'une nouvelle aventure qui sera basée sur une réelle volonté de servir. Oui, servir notre pays avec responsabilité et dévouement en pratiquant ce que nous avons appris dans cette école. Nous nous évertuerons à être des citoyens modèles, dévoués au dialogue et à la préservation d'une démocratie saine. L'initiative des écoles politiques et démocratiques est mise en œuvre par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD. Elle bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne. L'objectif du NIMD est de doter les champs politiques et civiques d'acteurs de qualité à même d'impacter leurs organisations et leurs partis, mais également de participer à la création d'un environnement pacifique, plus inclusif et juste pour tous. Cette formation, c'est vraiment au cœur de notre volonté d'accompagner le Mali, d'accompagner les Maliens. On sait les multiples défis que connaît le Mali. Gouvernance, état de droit, économie, sécurité. La transition actuelle apparaît donc comme une opportunité afin d'engager les réformes politiques et institutionnelles nécessaires. Dans cet esprit, une jeunesse bien formée et informée est le gage d'un changement en profondeur vers une construction collective de l'édifice démocratique produisant ses propres gardiens. Au total, 120 jeunes répartis en cette promotion seront formés sur les 18 mois de vie du projet. Vivement la 3e promotion. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 611 tests réalisés, 4 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 39 personnes sont sous traitement.
La grande mosquée de Djingareber à Tombouctou, de nouveau crépi, une tradition perpétuée par les différentes générations. Outre les mensonges traditionnels qui vont falloir leur savoir-faire, l'événement est aussi élargi aux populations lambda. Yéatandina. Classées patrimoine mondial de l'humanité, les 3 célèbres mosquées de Tombouctou, Sidi Yahia, Sankoré et Djingareber bénéficient d'une assistance particulière des communautés. C'est dans cette logique que la mosquée de Djingareber, à travers la corporation des maçons, en respectant un rituel bien fondé, a procédé ce jour au crépissage de la dite mosquée. Ils sont nombreux à prendre part aux travaux. Maçons traditionnels, ressources humaines impliquées dans la gestion et la conservation du patrimoine et soutenues par les communautés dans leur diversité. Quand on voit la mosquée intacte jusqu'à nos jours, c'est parce que nos grands-parents ont pu le conserver. Bon, c'est une bonne chose parce que tout le monde participe, les jeunes, les vieux, les femmes, tout le monde participe. Cet événement de portée historique a un caractère festif. Hommes et femmes, chacun est appelé à jouer sa partition dans une ferveur totale. Des travaux du minaret en passant par l'intérieur du lieu de culte, le savoir-faire des maçons de Tombouctou est perceptible. Ça permet de rassembler en un seul jour plusieurs choses. D'abord, la conservation physique d'un site du patrimoine mondial. C'est un événement festif en ce sens qu'il regroupe ce jour-là tous les fils de ce pays-là. Si c'est un événement d'intégration, c'est un événement socialisant. Cette édition a été la fin d'une corvée pour les femmes censées de transporter de l'eau. Les autorités de la transition ont mis à la disposition de la mosquée une addition d'eau prenant en compte les préoccupations des fidèles. Et on remercie le gouverneur qui a pu nous aider pour faire le château ici. Ça aide les femmes aussi qui amènent de l'eau. Cette œuvre de bienfaisance a été bénie par les érudits au cours de la Fatiha, une étape qui marque la fin des travaux de crépissage dans la cité mystérieuse de Tombouctou. Quelques jours après leur brillante victoire face au Congo ici à Bamako, les Aigles du Mali jouent ce jeudi en Ouganda contre le Soudan du Sud pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Très motivés et déterminés, les Aigles du Mali prennent la rencontre avec beaucoup de sérieux. Le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers, arrivés très tard dans la nuit de mardi à Kampala, ne visent que la victoire ce jeudi. Le point de l'avant-match des Aigles, c'est avec nos envoyés spéciaux à Kampala, Redjumatinan et Djili Marandiabati. C'est tard dans la nuit de mardi que les Aigles du Mali sont arrivés à Kampala. C'est là, après 8 heures de vol, Bamako, Addis Abeba, ensuite Kampala. Pour son match de la 10e journée dans le groupe G contre le Soudan du Sud, délocalisé en Ouganda, l'équipe nationale est très motivée et entend poursuivre la dynamique de la première journée à Bamako contre le Congo. On s'est préparé bien comme il faut. On a voyagé hier, on est arrivé hier soir. Et là, on vient de faire l'entraînement. On est très bien mentalement et voilà, physiquement. On va essayer de faire un gros match demain pour essayer de prendre les 3 points, Inch'Allah. On ne mise aucun adversaire. On sait qu'aujourd'hui, le football africain progresse. Voilà, nous de faire un gros match demain pour prendre les 3 points. Nous avons une bonne ambiance dans le groupe. C'est très important. Et voilà, aujourd'hui, on essaie de préparer le match avec beaucoup de sérieux pour essayer d'avoir un deuxième résultat positif. On est content de la victoire à Bamako. Maintenant, ça c'est un autre match et il faut se concentrer et puis gagner le match de demain. On a un objectif. On veut se qualifier. Du coup, Soudan, il est notre chemin. On doit travailler, on doit écouter le coach pour pouvoir gagner ces matchs. Le groupe du sélectionneur Eric Sekouchel est presque au complet. Hormis Falaï Sako, qui a toujours des pépins physiques, tous les autres joueurs ont pris part à la dernière séance d'entraînement, y compris l'attaquant Ibrahim Koné, sorti sur blessure lors du match à Bamako. L'objectif, c'est de gagner, c'est de prendre les 3 points. Comme on sait tous, les Maliens ils nous entendent, donc l'objectif, c'est de gagner. J'ai eu 2 jours de repos et je me suis entraîné, mais ce n'était pas intense. Je pense que ça va. Aujourd'hui aussi, j'ai fait tout l'entraînement. Donc, écoutez, l'état d'esprit du groupe, il est très positif. Voilà, après une victoire, c'est normal. Maintenant, le but du jeu, c'est de les remobiliser très vite. Parce que c'est un match ici en Ouganda. Le Soudan sont quand même à domicile. Donc, c'est un match piège. Donc, nous, il faut qu'on le négocie de la meilleure des manières. Et l'idée, c'est de ramener les 3 points d'ici. Considéré comme le petit poussé du groupe G, le Soudan du Sud a perdu son premier match face à la Gambie. Le Mali et le Soudan se sont rencontrés à 4 reprises.
Les Aigles se sont imposés 3 fois par 3 buts à 0 et 1 fois par 2 buts à 0. Soudan du Sud Mali, c'est ce jeudi à Kampala à 13h, heure du Mali, 16h, heure d'Ouganda. Et en raison de la diffusion du match match Sud-Soudan, Mali comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le journal de 13h de ce jeudi 9 juin est ramené à 12h30. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et le bon Dieu nous protège.